L'aube se glisse lentement sur la concession de Parker Schnabel, répandant une lumière or pâle, presque cérémoniale, sur la cime des arbres, et faisant miroiter le givre qui s'accroche obstinément aux machines silencieuses. La scène aurait dû se dérouler comme n'importe quel autre jour de travail. La pompe à eau aurait dû tonner, les excavatrices auraient dû gémir et se réveiller en sursaut. Les bottes auraient dû crisser sur le gravier gelé alors que l'équipage reprenait son interminable combat contre la boue, le temps et le temps. Pourtant, rien ne bougeait. L'air lui-même était différent, lourd d'une attente inexprimée, le genre de tension qui s'installe juste avant que quelque chose d'enfoui depuis longtemps ne remonte enfin à la surface. Parker se tenait seul à l'extrémité de la cour devant une structure que la plupart des gens remarquaient à peine. C'était un bâtiment de stockage, mais pas comme les autres éparpillés dans la concession. Celui-ci était plus récent, compact, renforcé avec intention plutôt qu'avec commodité. Sa porte en acier était équipée d'une serrure bien plus perfectionnée que tout ce qui se trouvait sur le site. Les téléspectateurs de la série avaient aperçu le bâtiment d'innombrables fois en arrière-plan, partiellement masqué par des réservoirs de carburant et des remorques toujours fermées, jamais abordées. Au fil des ans, les fans ont spéculé à l'infini. Les membres de l'équipe ont plaisanté à ce sujet en coulisses. Mais seul un cercle très restreint savait ce qu'il contenait vraiment. Et ce matin, Parker avait décidé que le secret ne pouvait plus durer. L'équipe du documentaire l'a senti immédiatement. Leurs mouvements ont ralenti, leurs caméras ont suivi Parker avec une retenue presque respectueuse. Dans la pâle lumière du matin, il avait l'air différent. Pas plus âgé, mais plus lourd, comme si le leadership, la responsabilité et le poids de vérité longtemps gardés s'étaient gravés sous sa résolution familière. Ses mains gantées reposaient sur une seule touche régulière, mais délibérée, le genre d'immobilité qui vient de la certitude qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Lorsqu'il parlait, sa voix était basse et contrôlée, dépouillée de toute bravade. Il a déclaré qu'une grande partie de ce que les gens croyaient à propos de son succès était exact, mais pas tout. Il a ajouté que l'or qu'il avait extrait du sol ne racontait qu'une partie de l'histoire. Le reste, a-t-il admis, était resté caché parce qu'il n'était jamais sûr que le monde était prêt à comprendre ce qu'il coûtait vraiment. L'équipe a échangé des regards incertains. Parlait-il de stratégie d'héritage familial ou de quelque chose de beaucoup plus profond que l'un ou l'autre? Ce qui les a le plus troublés, c'est que Parker n'avait jamais parlé de cette façon devant une caméra auparavant. Derrière lui, les hommes se rassemblèrent instinctivement. Mitch se pencha en avant avec une curiosité prudente. Brennan se tenait en retrait, les bras croisés, le scepticisme vacillant sous sa contenance. Tyson observait en silence, son attention fixée non pas sur le bâtiment, mais sur Parker lui-même. Des saisons d'épreuves partagées leur avaient appris une chose par-dessus tout, Parker n'exagérait pas. S'il disait que quelque chose d'important attendait derrière cette porte, alors c'était réel. Parker glissa la clé dans la serrure. Le mécanisme tourna avec un clic métallique profond qui résonna dans la cour gelée, plus vif que le froid lui-même. Il tira la poignée. La porte résista un instant, puis s'ouvrit en gémissant, révélant une obscurité dense et ininterrompue. Les lumières s'allumèrent, les faisceaux traversant les ombres pour révéler des étagères empilées de conteneurs scellés de lourdes caisses et des piles ordonnées d'enveloppes épaisses et non décachetées. Mais rien de tout cela n'a retenu leur attention bien longtemps. Au centre de la chambre forte se trouvait une caisse en acier de la taille d'une grande malle boulonnée directement dans le sol en béton. Sa surface était marquée de bosses et d'éraflures, chaque marque suggérant un voyage, une manipulation et un âge dépassant de loin les quelques années d'existence du bâtiment sur la concession. Gravé dans le métal se trouvait un symbole que Parker n'avait jamais montré en public, un symbole qui n'appartenait pas du tout au monde de l'exploitation minière moderne. Il appartenait à son grand-père, John Schnabel. Parker s'agenouille à côté de la mallette, ses gestes sont lents, délibérés, révérencieux. La clairière se tait. Même les caméras semblent hésiter, zoomant avec le genre d'attention habituellement réservé aux artefacts historiques ou aux confessions profondément personnelles. Parker explique que son grand-père lui a offert la mallette au cours des derniers mois de sa vie. John n'a donné qu'une seule instruction. Elle ne doit pas être ouverte tant que Parker n'a pas compris le véritable coût de l'or. Pendant des années, Parker l'a ignoré. Il a couru après les maîtres, battu des records, étendu ses activités, déplacé des montagnes au sens propre comme au sens figuré. Les succès se sont accumulés saison après saison.
Mais quelque chose a changé au cours de la dernière saison minière, quelque chose qui l'a forcé à se confronter aux limites de l'ambition elle-même. Il n'a pas encore décrit l'événement en détail. Il a seulement dit qu'il l'avait changé, et que ce changement l'avait conduit jusqu'ici. Il déboulonne le cadre et soulève le couvercle. À l'intérieur se trouvaient des objets qui ne semblaient pas avoir leur place dans une chambre forte de mineurs. De vieux journaux au bord effilochés, des cylindres métalliques soigneusement scellés à la cire, des photographies enveloppées dans une toile cirée et un seul grand livre relié en cuir plus épais que n'importe quel journal de production ou que n'importe quel compte d'or que Tony Beats ait jamais tenu. Sous tous ces objets enveloppés dans un tissu épais comme un cœur endormi, reposait quelque chose de tout à fait autre chose. Parker l'a découvert lentement. Il s'agissait d'une barre d'or mais qui ne ressemblait à rien de ce que l'on avait pu voir. Ce n'était pas une pépite de placé ni un lingot de raffinerie moderne. Cette barre était gravée de marques inconnues, de symboles sculptés avec une précision délibérée. Un écusson était enfoncé profondément dans un coin d'apparence ancienne, intentionnel, indubitablement ancien. Keller, l'historien chargé de documenter le processus, s'est avancé visiblement ébranlé. Il a déclaré que les marques ressemblaient à celles utilisées par les premières expéditions antérieures à l'exploitation minière moderne dans la région. Il a noté que la pureté était anormalement élevée, incompatible avec le raffinage typique des placés du Yukon. L'or n'était pas local ni dans son origine ni dans sa méthode de fabrication. Parker acquiesce et dit enfin la vérité devant la caméra. Le coffre-fort ne contenait pas que son or. Il contenait de l'or que son grand-père avait découvert des décennies plus tôt, de l'or provenant d'une source que John n'a jamais nommée, de l'or qu'il avait juré à Parker de protéger. De l'or dont Parker craignait maintenant qu'il ait des conséquences qu'il ne comprenait pas encore tout à fait. Alors que le poids de la révélation se fait sentir, Parker expire lentement. Il déclare que la barre n'est qu'un début. Les journaux, explique-t-il, racontent toute l'histoire. L'air à l'intérieur de la chambre forte semblait plus froid maintenant, comme si la vérité elle-même avait déplacé quelque chose d'invisible. Mitch s'approcha la lampe torche tremblante alors qu'il étudiait les marques anciennes et délibérait quelque chose entre un avertissement et une carte. Le scepticisme de Brennan vacilla, ses sourcils se resserrèrent, alors que les questions émergeaient plus vite que les réponses. Tyson resta silencieux, ses yeux fixés sur Parker, comprenant instinctivement que ce moment n'avait rien à voir avec la richesse. Il était question d'héritage, d'ascendance, de tout ce que Parker avait porté seul depuis le jour de la mort de son grand-père. Parker posa délicatement la barre d'or sur le boîtier en acier et attrapa le livre relié en cuir. La poussière se souleva lorsqu'il l'ouvrit, flottant dans la lumière comme des cendres tombant lentement. Le nom de John Schnabel était écrit sur la couverture de sa main incomparable. Lorsque Parker ouvrit le livre, les pages craquaient d'âge. Il fit une pause se stabilisant avant de lire à haute voix la première entrée. La date a été écrite des décennies avant la naissance de Parker. John décrit une saison minière pas comme les autres, au cours de laquelle il s'est enfoncé bien plus profondément dans la nature que ne le conseillait son équipe. L'équipement est tombé en panne, les conditions météorologiques sont devenues violentes, les réserves se sont raréfiées. Pourtant, il a continué à avancer, poussé par quelque chose qu'il refusait de nommer. Puis brusquement, le ton de l'article a changé. John raconte qu'il a découvert un canyon étroit à l'écart du canal principal, un endroit qu'il a atteint par accident lorsque ses cartes ont échoué. Là, enfoui dans les éboulis et les racines tordues, il a trouvé du métal, pas des paillettes, pas de la poussière des barres de métal, anciennes étranges, marquées de symboles qu'il ne pouvait pas déchiffrer. Il n'avait pris qu'une seule barre au début, mais lorsqu'il est revenu des semaines plus tard, il en a trouvé d'autres éparpillées, près des restes d'une structure qui ne semblait pas être une cabane ou une cabane de mineurs. Quelque chose de plus ancien, quelque chose d'abandonné, bien avant le début de la ruée vers l'or. Keller s'est penché chuchotant que cette description ne correspondait à aucun site documenté du Yukon. Aucune des expéditions, pas même les premiers arpenteurs européens ou russes, n'avait consigné de telles découvertes. John avait découvert quelque chose de non documenté et avait choisi de le garder secret. Parker a poursuivi sa lecture. John a écrit qu'il avait tenté de montrer le bar à un associé de confiance d'une autre entreprise minière. Mais avant qu'il ne puisse le faire, l'homme est mort de façon inattendue dans un accident d'équipement que John a décrit plus tard comme suspect. Après cela, John n'a plus jamais parlé du bar. Il l'a caché et il a également caché les journaux. Les entrées suivantes ont changé de ton. John n'a pas écrit sur la découverte, mais sur la peur. Il croyait que quelqu'un l'avait suivi après son deuxième voyage dans le canyon, quelqu'un qui avait vu plus que ce qu'il aurait dû.
Il a écrit sur des empreintes de pas près du ruisseau, où il n'aurait pas dû y en avoir, sur des ombres qui se déplaçaient la nuit, sur des conversations avec des hommes qui posaient trop de questions sur l'endroit où il était allé. Il a expliqué qu'il se sentait surveillé lorsqu'il travaillait seul. Il a décrit des menaces déguisées en avertissements. Il a expliqué qu'il s'est rendu compte que l'or qu'il avait trouvé n'appartenait pas à la concession, ni même au Yukon. Il appartenait à une lignée plus ancienne que le pays lui-même. Parker a marqué une pause, laissant le poids des mots s'installer dans la chambre forte. Il a admis que lorsque son grand-père lui a remis la mallette, il a refusé d'ouvrir les journaux pendant des années. Il ne voulait pas hériter de la peur mais de la force. Mais la saison dernière, quelque chose a changé. Un homme l'a abordé lors d'une exposition minière en Europe, parlant en termes vagues d'héritages familiaux et d'histoires perdues. L'homme a mentionné le nom de Schnobel. Il a mentionné l'or qui ne provient pas de cette terre. Il a parlé de loyauté et a demandé à Parker s'il avait déjà trouvé quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Ce soir-là, Parker a ouvert la mallette pour la première fois. Il a trouvé 7 lingots enveloppés dans le tissu de son grand-père. Il a trouvé les journaux. Il a trouvé une petite carte roulée attachée par un cordon de cuir. Et sous cette carte, il a trouvé une lettre qui lui était adressée. Les yeux de Tyson se sont écarquillés. Mitch s'est rapproché. Brennan a baissé les bras non plus sceptique mais inquiet. Parker sortit la lettre dont le papier était froissé par des années de stockage. Il la déplia et la lut à haute voix. « Mon garçon, si tu lis ceci, c'est que la vie t'a demandé plus que tu ne l'espérais. J'espère que tu deviendras fort et sage, et j'espère que vous n'apprendrez jamais ce que cet or m'a coûté. Mais si le danger vous guette, vous devez comprendre que ce que j'ai trouvé n'était pas un trésor. C'était une preuve. » La salle est devenue silencieuse. « Une preuve de quoi ?» a murmuré Mitch. L'or n'était pas destiné à être pris. Il appartenait à un peuple qui se déplaçait dans ces montagnes bien avant que des hommes comme moi ne creusent de des routes dans la terre. Je crois qu'ils ont caché leurs richesses pour les protéger lors d'un voyage ou d'une fuite. Ils étaient traqués. Je ne sais pas par qui, mais ils ont laissé leurs traces dans les symboles que vous voyez. Si cette piste refait surface, des hommes viendront la chercher. S'ils vous trouvent, soyez prudents. Ne faites confiance à personne qui connaît déjà les marques. Keller expire brusquement. Il dit que les symboles sur la barre sont d'anciennes marques héraldiques, peut-être liées à des groupes aristocratiques déplacés qui ont fui les conflits à travers les continents. Il dit que certaines familles ont transporté de l'or à travers le monde dans l'espoir de reconstruire ce qu'elles ont perdu. Certains n'y sont jamais parvenus, d'autres ont complètement disparu. Parker a baissé la lettre. Il a dit qu'il y avait autre chose, quelque chose qu'il n'avait pas encore révélé. Il s'est replongé dans le coffre et a soulevé la carte roulée. Il l'a déballée lentement, et l'équipe l'a vue. Une carte dessinée à la main du canyon, décrite par John. Une marque rouge en son centre et en dessous, écrit de la main de John Schnabel. Le reste est toujours là. Parker a regardé les caméras, l'air résolu. Il a dit que la chambre forte ne contenait pas le plus grand secret, mais le canyon. Et maintenant que la vérité a éclaté, ils n'ont pas d'autre choix que de revenir en arrière. La lettre qui a tout changé, la lettre scellée reposait petite et délibérée dans les mains gantées de Keller. L'écusson de cire correspondait à l'emblème pressé dans le couvercle du coffre et le sceau royal avait laissé entrevoir une lignée plus compliquée que la prospection locale. Le compartiment était chargé comme si la drague elle-même écoutait. Les hommes qui avaient pataugé dans la vase et la récupération s'approchaient, le souffle court dans l'air froid. Keller glissa une fine lame sous la cire et souleva le seau avec la prudence d'un homme ouvrant quelque chose qui pourrait modifier la carte de ce qu'il croyait savoir. Le papier à l'intérieur avait vieilli jusqu'à devenir brun sec, les bords étaient cassants, mais l'encre restait obstinément lisible. Keller lut à haute voix, d'abord d'une voix ferme puis chancelante à mesure que le sang s'étendait. Les mots parlent de fuite et de peur d'emporter des richesses à travers les océans, et de les cacher là où le monde ne penserait pas à regarder. La main de l'écrivain a insisté pour que l'argent reste secret. S'il était un jour découvert, les conséquences ne se mesureraient pas seulement en termes monétaires. Tony écoutait les mains appuyées sur les genoux. L'équipe tenait des caméras prêtes, mais même les objectifs se sentaient intrusifs face à un document qui déplaçait l'histoire dans le présent, a poursuivi Keller. La lettre avertissait que ceux qui avaient enterré l'argent fuyaient la persécution qu'ils portaient des connaissances suffisamment dangereuses pour les suivre à travers les continents. Il décrivait des émissaires et des chasseurs des hommes qui suivraient les marques et les cartes et n'hésiteraient pas à réclamer ce qui avait été caché. L'instruction était d'une clarté impitoyable, disperser le magasin, enterrer les preuves, et si la découverte était inévitable, tout détruire,
plutôt que de permettre au secret de retourner à son origine. L'historien a plié le papier avec un regard qui suggère plus de questions que de réponses. Il a dit que le langage et la formulation faisaient allusion à une ferveur politique antérieure aux États-nations modernes, à des familles et des factions qui déplaçaient des capitaux et des manuscrits pour survivre. Une deuxième enveloppe plus petite et plus foncée, à cause de l'âge, s'est glissée entre les plis de la lettre. Le nom de Tony n'y figurait pas, mais l'écriture suggérait un destinataire privé. Le morceau de parchemin à l'intérieur portait une seule phrase écrite d'une main pressée et comprimée. La rivière cache plus que la drague. Le visage de Keller changea à la lecture de la ligne. Il l'a relu 2 fois avant d'expliquer ce que les cartes impliquaient. La drague pourrait avoir été utilisée comme un point de repère et non comme une chambre forte, indiquant des caches submergées enterrées ou simplement perdues dans les courants et la vase. Cette implication a modifié l'ampleur de la découverte. Il ne s'agissait pas d'une cachette isolée, mais d'un réseau conçu pour faire circuler les richesses et les informations sous le couvert d'un terrain isolé et d'eau courante. À l'extérieur de la drague, le Yukon semblait se comprimer en un seul silence. Tony se dirigea vers l'écoutille et jeta un coup d'œil sur le pont en direction du fleuve, voyant la peau fine et dure de la glace et l'écoulement lent et secret en dessous. Il passa un pouce couvert de cuir le long de l'arête du couvercle du coffre, comme pour vérifier si le passé pouvait mordre. Keller leur propose de retracer les anciens canaux empruntés par la drague. Si les cartes sont exactes, des dépôts et des conteneurs ont pu être placés chez Ben et Eddie des années auparavant, puis déplacés ou dissimulés au gré des saisons. L'ingénieur met en garde contre les risques liés aux opérations de dragage de l'époque. Les courants se sont déplacés, les berges se sont effondrées et le métal s'est corrodé. La récupération nécessitera de la précision et de la patience plutôt que de la force brute. Tony a préconisé une approche méthodique. La photographie, le seau, le coffre et ses documents seraient transportés dans un centre sécurisé pour y être analysés. Pourtant, l'avertissement de la lettre lui pesait. Il ne s'agissait pas seulement d'une chasse au trésor, mais d'une poursuite. Il imaginait les hommes qui, il y a des décennies, naviguaient à l'aide de la lune et d'une carte cachant des caisses, sous des racines et sous le rebord d'une rivière. Il imaginait des émissaires traçant des marques héraldiques sur une barre et apprenant à suivre une odeur qu'ils étaient les seuls à comprendre. La possibilité que des héritiers ou des chasseurs existent encore armés des connaissances encodées par les cartes rendait les enjeux immédiats. Keller étala une carte sur le pont de dragage et traça des lignes dessinées d'une main ancienne et sûre d'elle. Les endroits ignorés par la carte moderne sont entourés et hachurés. Un symbole se répète un cercle avec 3 lignes qui se croisent, un signe qui, selon Keller, pourrait indiquer un point de chute ou un rendez-vous. Il a comparé le dessin avec des images satellites et les journaux de dragage historique de la drague. Des motifs s'alignaient là où la rivière avait autrefois affouillé la berge, produisant des découpes et des petites îles qui pouvaient dissimuler une caisse. Tony écoutait, absorbant chaque détail avec l'esprit pratique d'un homme qui prenait des décisions en fonction du risque et du rendement. Il accepta une recherche contrôlée, mais il insista aussi pour qu'il traite l'information comme si elle était dangereuse. La nouvelle de la découverte n'a pas pu être contenue longtemps. Au crépuscule des hommes et des véhicules des localités les plus proches sont arrivés leurs intérêts allant de professionnels à opportunistes. Les autorités locales ont demandé une présence, et Tony a consenti à ce qu'un périmètre soit gardé. Il a refusé une publicité plus large. Il a vu comment la rumeur se transforme en revendication, et comment la revendication invite au conflit. Il s'est souvenu de l'avertissement de son grand-père au sujet du coup. Keller a plaidé en faveur de la transparence et d'une protection adéquate. Tony a plaidé en faveur du contrôle. Finalement, ils ont trouvé un équilibre en sécurisant le matériel éprouvé, en permettant aux chercheurs accrédités d'y accéder sous surveillance, et en planifiant des expéditions vers les sites de la rivière avec des spécialistes dès les premières lueurs de l'aube. Cette nuit-là, la drague semblait moins une relique qu'un marqueur sur une vieille carte redécouverte. Tony s'assit à côté de l'écoutille scellée et déplia l'une des cartes fragiles du coffre sous la lanterne. Les lignes esquissées à l'encre délavée suggéraient des itinéraires et des rendez-vous qui franchissaient les frontières de la compréhension. Il a lu les notes de John Schnabel dans les marges, une écriture de mineur empreinte de prudence. John avait dessiné des symboles et les avait annotés avec le genre de sténographie qu'un homme utilise en cas de danger. Tony a ressenti le poids personnel de l'intendance. Il s'attendait à la richesse. Il avait reçu l'histoire et avec elle une responsabilité dont les contours étaient
plus aiguë que n'importe quelle revendication légale. Avant de dormir, ils ont échangé des scénarios. Si les chasseurs débarquaient avec violence, défendraient-ils le coffre ou les cartes? Si les descendants de ceux qui avaient caché les biens se présentaient pour réclamer l'héritage, comment les réclamations seraient-elles jugées à travers les nations et les générations? Les questions étaient pratiques et morales. Les réponses exigeaient des conseils de la diplomatie et un courage différent de tout ce qui se mesure en onces d'or. Tony réalisa que garder la découverte pourrait lui coûter plus que du temps ou de l'argent perdu. Cela pourrait lui coûter sa sécurité. Alors que l'aube se transformait en une autre matinée froide, l'équipe préparait l'équipement de plongée et de dragage adapté à la récupération. L'historien et l'ingénieur finalisaient les coordonnées tandis que les gardes forestiers renforçaient leur patrouille. Keller emballa une boîte sécurisée avec les documents les plus fragiles du sceau et la remit à Tony avec un hochement de tête solennel. Quoi que la rivière ait pu cacher d'autre le coffre avait prouvé la véracité de la lettre. Les reliques avaient une signification qui invitait à la recherche. Tony ferma l'écoutille et sentit la vibration des moteurs s'amorcer, tandis que les hommes se déplaçaient dans un but plus lourd que la prospection. Ils n'étaient plus seulement des mineurs, ils étaient des gardiens les premiers à répondre à une ancienne géographie du secret qui s'éveillait à chaque ligne révélée et à chaque point marqué. Le fleuve ouvre son embouchure. Le matin se lève sur une lumière grise qui aiguise les bords du Yukon comme une lame. Le camp se déplace avec l'urgence d'hommes qui ont compris qu'il ne s'agissait plus d'une simple découverte. Tony Schnabel se tenait au bord de la rivière, regardant le lent courant rouler sous une fine croûte de glace fracturée. La carte que Keller avait étudiée pendant la moitié de la nuit indiquait clairement cet endroit, un virage, où l'eau s'enfonçait et où la rive s'inclinait en un creux naturel. Si quelque chose d'autre avait été caché par les gens qui s'étaient enfuis avec ces lingots d'or, c'était là qu'il se trouverait. L'équipage se rassemble tranquillement. Mitch vérifie les câbles du treuil. Brennan prépare le générateur pour les pompes à eau. Tyson inspecte les cuissardes et les lignes de récupération. Keller se tient debout, la carte à la main, visiblement partagée entre l'excitation et l'appréhension. Tony donne le signal. Les recherches ont commencé. Ils ont d'abord sondé le lit de la rivière avec de longues tiges métalliques, les enfonçant dans la vase pour sentir tout ce qui n'était pas naturel. L'eau froide a avalé leurs bottes et engourdi leurs jambes, mais ils ont continué à travailler en suivant un rythme discipliné. Les minutes passèrent, puis une heure, puis une autre. Rien ne remontait à la surface que de la boue et des pierres de rivière. La mâchoire de Tony se resserra. Il était habitué aux longues probabilités de l'exploitation minière, mais c'était différent. La lettre n'avait pas parlé par énigme, elle avait lancé un avertissement. La carte avait été précise. Si quelque chose était enterré ici, alors la rivière le cachait bien. Mitch s'arrêta au milieu de la sonde, levant la main. Il sentit quelque chose de solide, pas de la roche, pas du bois, quelque chose de métallique, mais en sourdine. Tony a pataugé vers lui, le cœur battant. Les tiges ont été repositionnées. Ils ont senti l'objet à nouveau à un demi-mètre sous la vase tassée. Tony commanda la pompe à pleine pression. L'eau fit exploser le lit de la rivière, projetant des nuages de brume en aval. Une forme émergea dans l'eau sombre, rectangulaire, lourde, enveloppée dans ce qui semblait être une vieille toile imperméable, fixée par des fermoirs en métal. Brennan a marmonné un juron. Tyson a arrêté la pompe et l'équipe a commencé à déblayer la boue à la main. Lorsqu'ils ont finalement soulevé le conteneur jusqu'à la berge, tous les hommes ont senti le changement. La toile était renforcée par des fibres cirées du type de celles utilisées dans les anciens transports maritimes. Les fermoirs métalliques portaient le même léger écusson que celui trouvé sur l'or et sur le coffre dans la chambre forte. Keller a chuchoté que cela le confirmait. Le site de dragage et ce coude de rivière faisaient partie d'un même réseau. Les fuyards avaient caché plusieurs caches, pas une seule. Et ils les avaient cachées d'une manière que seul quelqu'un, avec le courage implacable de John Schnabel, aurait pu découvrir. Tony a découpé la toile avec un couteau utilitaire. Le tissu se détacha. À l'intérieur se trouvait un autre coffre plus petit que le premier, fait d'un bois de fer si dense que la lame les gratignait à peine. La serrure était rouillée mais intacte. Tony l'ouvrit avec un pied de biche. Les charnières crissèrent. Le couvercle se souleva. L'équipage se penche et découvre des paquets enveloppés dans du tissu et attachés avec de la corde. Parker soulève le premier paquet et le déballe lentement. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de journaux écrits dans des langues qu'aucun d'entre eux ne reconnaissait, remplis de cartes de symboles et de récits de voyages antérieurs à l'exploration moderne du Yukon. Certaines pages étaient tachées d'eau, d'autres déchirées, mais la plupart étaient intactes, préservées par le froid
et le coffre scellé. Puis, Keller déballa un autre paquet. Son souffle le quitta. À l'intérieur se trouvaient des parchemins, pas du parchemin épais blanc, cassé, roulé fermement et scellé avec de la cire estampillée du même écusson. Tony regarda fixement les parchemins. Si ces objets étaient réels, leur valeur était incommensurable, non pas en or, mais en histoire. Mitch posa la question que personne ne voulait poser: pourquoi enterrer ces objets ici? Répondit lentement Keller. Parce que les gens qui les portaient croyaient que le Yukon était plus sûr que le monde qu'ils avaient laissé derrière eux. Ils se servaient de la nature sauvage comme d'un gardien. Ils faisaient plus confiance à la terre qu'au gouvernement ou aux armées. Alors que Tony se rend compte de l'ampleur de la découverte, un garde forestier s'approche d'eux en trottinant depuis la limite des arbres. Il a l'air essoufflé, mal à l'aise. Il a repéré 2 hommes qui l'observent depuis la crête. Pas de locaux, pas de travailleurs, pas de personnes reconnues par les rangers. Ils sont partis dès qu'il s'est approché. Tony a senti une vague de froid le traverser. L'opération a commencé. Ils sont retournés à la concession avec le coffre fixé dans une caisse de transport en acier. L'équipage a travaillé dans un silence précipité. Tony ordonna que la chambre forte soit débarrassée de tout équipement inutile afin d'y entreposer la nouvelle découverte. À l'intérieur du bâtiment de stockage, il étudia les parchemins et les journaux à la lumière d'une lanterne. Un sentiment de responsabilité pesait lourdement sur lui. Il s'agissait d'une affaire plus importante que l'exploitation minière, plus importante que l'héritage, plus importante que l'or. Keller a traduit le peu qu'il pouvait. Les journaux parlaient d'un voyage à travers les continents d'un groupe fuyant avec des connaissances que des hommes puissants cherchaient à contrôler. Ils ont transporté de l'or pour financer leur fuite. Ils ont transporté des documents que les hommes voulaient détruire. Ils ont traversé les océans, les tempêtes, les trahisons, jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite septentrionale du monde. Et quelque part au cours de ce voyage, John Schnabel avait croisé leur chemin, ou était tombé sur leurs vestiges, ou avait hérité de leurs secrets sans jamais l'avoir demandé. En tournant les pages, Tony sentait la présence de son grand-père dans chaque ligne de son écriture minutieuse dans le registre de la chambre forte. John n'avait pas eu peur de l'or. Il avait eu peur de ce que l'or représentait. Cette nuit-là, Tony se tenait à l'extérieur de la chambre forte, tandis que le vent faisait glisser la neige sur le sol. Les lumières du camp vacillaient. L'obscurité pèse lourdement sur la limite des arbres. Les rangers patrouillent en serrant leurs radios. Mitch et Brennan nettoient l'équipement sans parler. Tyson montait la garde près de la route. Tout le monde le sentait. Quelque chose s'était réveillé. Quelque chose observait de loin, attendant une brèche dans le secret. Maintenant, la brèche est arrivée. Tony ferma lentement la porte de la chambre forte. L'acier résonne dans le froid. Il murmure que la vérité ne peut plus rester enfouie, pas plus que les conséquences. Ce que Parker ne pouvait plus cacher. La nuit s'est installée sur la concession comme un rideau tiré, ne laissant que la mince lueur des lampes de travail éparpillées dans la cour. Parker Schnabel se tenait seul à l'extérieur de la chambre forte, son souffle s'enroulant en petits nuages, tandis qu'il fixait la lourde porte d'acier. À l'intérieur reposait un héritage qu'il n'avait pas demandé, des lingots d'or portant d'anciennes marques, des journaux interdits, des parchemins scellés par des armoiries oubliées et un réseau de secrets enfouis depuis des générations. Derrière lui, le camp se déplaçait dans un silence tendu. Mitch a vérifié les niveaux de carburant des générateurs. Brennan s'est assuré que l'équipement lourd était verrouillé. Tyson a patrouillé le périmètre avec une lampe de poche dans l'optique de quelqu'un qui s'attendrait à des ennuis. Les rangers scrutant la ligne d'arbres encore et encore. Tout le monde sent le poids des yeux invisibles. Parker entre dans la chambre forte et referme la porte derrière lui. La lanterne vacillait doucement, jetant une lumière chaude sur les reliques disposées sur la table métallique. Il prit d'abord les parchemins dont les sceaux de cire étaient craquelés par l'âge, mais qui portaient encore leur emblème distinctif. Il traça l'écusson avec son pouce, se demandant jusqu'où ces objets avaient voyagé, combien de frontières ils avaient franchies, combien de vies ils avaient changé. Keller avait passé des heures à essayer de décoder des fragments de journaux. Les écrits décrivaient des familles exilées qui s'étaient échappées avec des objets considérés comme trop dangereux pour être laissés derrière elles. Ils ont écrit sur la persécution et la menace d'hommes puissants qui croyaient que le destin pouvait être contrôlé par l'or et le savoir. Ils ont fui vers des terres où personne ne les suivrait, des terres comme le Yukon. Parker a soulevé l'un des anciens parchemins pour le mettre en lumière. Le parchemin était épais, presque dur comme du cuir. L'encre s'était effacée par endroits,
mais restait forte là où la main avait appuyé plus fermement. Keller avait émis l'hypothèse que ces documents contenaient des généalogies des codes, voire des revendications territoriales liées à des lignées prémodernes. Si elles étaient rendues publiques, leur existence pourrait remettre en question les récits historiques et déclencher des conflits bien au-delà des limites des concessions minières. Parker posa le parchemin. Sentant le poids de l'histoire battre sous ses doigts, il comprenait maintenant pourquoi John Schnabel l'avait mis en garde dans sa lettre. L'or n'était pas le vrai trésor, mais le savoir. Alors qu'il se dirigeait vers les journaux, un coup sec résonna dans la porte de la chambre forte. La voix de Tyson était tendue mais régulière. Il disait que des véhicules approchaient non pas de la route principale, mais de l'ancien chemin forestier qui passait derrière la crête. Parker sentit le froid familier se resserrer dans sa poitrine. Il saisit la lanterne et sortit. Les Rangers étaient déjà en place parlant à voix basse. Mitch et Brennan se tenaient à côté d'eux, outils en main, mais yeux dirigés vers la ligne d'arbres. Les phares scintillent à travers les pins, traçant des chemins irréguliers entre les branches. Les véhicules s'arrêtent à quelques mètres, les moteurs tournant au ralenti, comme des animaux respirant dans l'obscurité. 3 hommes en sortent. Ce ne sont ni des locaux ni des mineurs. Leurs vêtements sont propres, leurs manteaux trop fins pour le rude travail du Yukon. L'un tient une mallette, l'autre un tube de documents pliés. Ils s'approchent lentement, à pas compter, comme s'ils répétaient chaque mouvement. L'homme de tête s'arrête juste au-delà de la limite du projecteur et se présente non pas par son nom, mais par son affiliation, un Institut international de préservation, une division de récupération culturelle. Les lignes étaient polies, mais leur présence semblait répétée, stratégique, conçue. Ils prétendaient connaître un ensemble d'artefacts que l'on croyait perdus depuis des siècles, contenant des revendications de lignage liées à des familles dissoutes par un conflit. Il a parlé avec éloquence de l'intendance et du patrimoine mondial. Mais Parker a remarqué que ses yeux dérivaient vers la chambre forte avec une faim qu'aucun érudit n'a jamais eue. Keller s'avança se plaçant entre eux et la porte de la chambre forte. Il leur demanda comment ils avaient su que les reliques avaient fait surface. L'homme répondit que les chuchotements allaient vite dans le monde des antiquités et que leur organisation s'attendait à une éventuelle découverte. Il a dit que tout ce qui se trouvait dans la chambre forte appartenait à l'histoire et devait être remis pour être transporté immédiatement. Tony aurait argumenté, Mitch aurait grogné. Brennan aurait fait un pas en avant, mais c'était la terre de Parker, la voûte de Parker, la décision de Parker. Il a dit aux hommes qu'ils ne prenaient rien. L'homme à la mallette a tenté la diplomatie. Il a parlé de ramifications juridiques, de violations culturelles de précédents et de juridiction. Mais Parker l'a interrompu. Il a dit que les reliques avaient été trouvées sur le sol canadien sur une revendication légale et qu'elles étaient de maintenant sous la protection des autorités locales et des équipes de documentation officielles. Le sourire de l'homme s'est crispé. Il a dit que d'autres parties viendraient si l'Institut ne pouvait pas récupérer les objets pacifiquement. Il a dit que Parker ne pouvait pas imaginer l'ampleur de la concurrence pour ce qui se trouve dans la chambre forte. Parker s'avance jusqu'à ce que quelques pas seulement les séparent. Sa voix est basse, posée furieuse, sans s'élever. Il dit aux hommes que depuis des générations, sa famille a travaillé cette terre à la sueur de son front dans la tempête et le sacrifice. Il a déclaré que tout ce qui avait atterri sur leur sol avait été préservé avec soin et non avec avidité. Il a ajouté que personne ne l'intimiderait pour qu'il renonce à ce que son grand-père avait protégé au péril de sa vie. Les hommes se sont renvoyés la balle, leurs expressions étant indéchiffrables. Après un long moment, ils se sont repliés vers leur véhicule. Les moteurs se sont allumés, les phares ont disparu dans les arbres. Mais pas sans un dernier avertissement. Ce n'était pas fini. Parker regarda jusqu'à ce que la dernière trace de lumière disparaisse. Puis il s'est retourné vers la chambre forte. Il savait maintenant que le secret n'était plus une protection. En ouvrant la chambre forte devant une caméra, il avait invité le monde à y pénétrer. Mais il ne l'a pas regretté. La transparence sera son armure, la documentation son allié. Et la vérité est sa responsabilité. Il pénétra à nouveau dans la chambre forte et posa sa main sur les journaux. Il murmura qu'il ne s'enfuirait pas et qu'il affronterait la tempête qui s'ensuivrait. Le vent du Yukon pousse contre la porte de la chambre forte comme pour sceller son vœu. Mitch Brennan et Tyson le rejoignent, formant un cercle silencieux de loyauté plus épaisse que le sang. Le passé a retrouvé Parker Schnabel, et il avait enfin trouvé la force de l'affronter.